Bungilanu Tortou. Bungilanu Monique. Bungilanu Catherine. Bungilanu Thomas. Bungilanu Ateutu. Bungilani le monde. Alors on veut dire bien sûr Bunanai, Bun Santai et tout bien fait. Alors, Perdec qui disons Bungilanu Ane. Ils sont le 1er janvier. Et on a coutume de traduire la Guilanu par Ogil en neuf. Après, cette traduction n'est pas véritablement originelle, on va dire, et justifiée. Alors, on va essayer justement de décrypter cette expression Guilanu que l'on trouve pas seulement en Poitou, mais qui est très ancienne et qui relève d'un métissage, on va dire, de plusieurs croyances et de plusieurs traditions. D'abord, pourquoi se souhaite-t-on la bonne année un 1er janvier? Eh bien, figurez-vous que c'est assez récent. On en avait parlé dans une précédente émission. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'émission sur Pâques. Et c'était le Parlangez-vous numéro 10. Et en fait, nous vous avions expliqué que, en fait, ça vient, en gros, un peu plus de 500 ans. Qu'on commence chez nous l'année au 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'on le doit à Charles IX. Alors je rappelle que Charles IX, c'est 1550-1574, donc c'est le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et je rappelle en même temps qu'à l'époque, la France, enfin ce qui était la France à l'époque, était divisée en diocèses et que c'est le clergé qui dictait le calendrier. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et que donc, la grande majorité des régions décrétaient qu'on changeait d'année à Pâques. Sauf que Pâques, c'est une date mobile. Je rappelle que Pâques, c'est toujours le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Alors, cette nouvelle année, par exemple, en 2023, eh bien, l'équinoxe, c'est toujours le 20 mars. La pleine lune qui suit, ça sera le 6 avril. Et donc, le dimanche qui suit la pleine lune, le jour de Pâques, ça sera le 9 avril. Voilà. Donc, forcément, cette date un peu variable, c'était un peu compliqué, surtout pour la gestion administrative du pays. Et donc, que fait Charles IX? Il commence à décréter en janvier 1563 que, dans l'édit de Saint-Germain, que tous les actes publics seront datés en faisant débuter l'année au 1er janvier pour les actes administratifs. Et puis, l'année suivante, en 1564, il fait le tour de la France. Et il va conforter et élargir un petit peu ce décret le 9 août 1564 par l'édit du Roussillon qui décrète que le 1er jour de l'année sera le 1er janvier. Et là, on voit déjà, et c'est la première fois, que le politique met la main sur le religieux. Il faudra attendre la loi de 1905 pour qu'il y ait de nouveau séparation de l'Église et de l'État. Mais voyez que Henri II, là c'est une petite parenthèse que je fais, déjà en 1564, il décrète que non, c'est lui, sur mon territoire, le 1er janvier, ça ne sera pas Pâques, ça sera le début de l'année, ça sera le 1er janvier. Très important ça. Parce que le pape, quelques années plus tard, il va être obligé de s'aligner. S'aligner de telle sorte qu'en 1582, le pape Grégoire XIII donc promulgue le calendrier donc grégorien sous lequel nous sommes toujours aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on trouve dans d'autres pays plutôt orthodoxes un autre calendrier qui décrète que le jour de l'année, c'est pas le 1er janvier, le premier jour, ça peut être le 6 janvier ou le 7 janvier. Voilà. Et puis, si on va plus loin en Asie, on sait bien que l'année ne commence pas non plus le 1er janvier. Donc, depuis le XVIe siècle, sachez qu'en Europe,
puisque le pape Grégoire XIII l'étend à tout le territoire catholique qui est essentiellement celui de Charlemagne, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, enfin les principaux pays d'Europe, l'Europe un peu restreinte d'aujourd'hui, les pays catholiques sont toujours sous ce calendrier grégorien. Donc quand on dit Ogil à nu, Ogil en neuf, eh bien c'est pas tout à fait vrai, puisque ça fait que 500 ans qu'on dit bonne année le 1er janvier. Alors, il y avait également pourquoi Charles IX décrète que ce sera le 1er janvier la date administrative de l'année civile. Parce que autour du 1er janvier, il y a bien sûr le solstice d'hiver dont on a parlé, et il y a entre le solstice d'hiver et l'épiphanie, hein, qui est le 6, là, il y a des jours fluctuants où la tradition très très ancienne décrète, alors c'est une tradition, on ne sait pas trop si elle est celte ou si elle est gauloise ou si elle est même antérieure, c'est-à-dire des croyances païennes très très anciennes qui font que après le solstice d'hiver, on célèbre la naissance du fils de la terre-mère. Alors ce fils de la terre-mère, il a porté plusieurs noms, hein. Je rappelle quand même que pour les Celtes, il s'appelle Dispater, pour les Grecs, il s'appelle Zeus, pour les Romains, il s'appelle Jupiter, et pour les druides, il s'appelle Bélénos. Et donc, quand on parle des cérémonies druidiques, eh bien, il faut savoir que là, encore une fois, les cérémonies druidiques de la renaissance de ce fils se passent avec la célébration du gui. Et cette célébration du gui, elle est très rituelique. Et c'est la raison pour et elle est très symbolique aussi, hein. Il y a toute une mise en scène de cette célébration du gui. Et le gui le plus recherché, c'est le gui qui est sur le rouvre. Alors, qu'est-ce que le rouvre? Eh bien, c'est l'ancien nom du chêne. Pourquoi? Parce que c'est très rare. Et c'est ce que l'on voit, qui est rapporté dans ce que vous connaissez tous, j'espère que vous avez tous lu au moins ça, hein, c'est bien sûr les aventures d'Astérix et d'Obélix. Et quel est le druide? Comment s'appelle-t-il? Panoramix. Panoramix. Ah bah voilà, vas-y, je sais plus. Et avec quoi cueille-t-il le gui? Une serpe d'or. La serpe d'or, bien sûr. Ah, d'où, vous voyez, il y a évidemment un Astérix sur la serpe d'or, évidemment. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé du rouvre. Moi, je ne savais pas que c'était le chêne. Et effectivement, nous avons une commune dans le sud de Sèvres qui s'appelle Germont-Rouvre. Et d'ailleurs, il y a une promenade très sympa à faire et vous tombez sur un chêne majestueux qui est multiséculaire. Merci. Voilà. Effectivement, Germont-Rouvre, effectivement, ça vient... Il y a énormément de chênes là-bas dans cette commune. Du chêne, voilà. L'ancien nom du chêne, c'est le Rouvre. Oui, et je crois qu'il s'appelle le chêne... non, c'est le chêne Germont, je crois qu'il s'appelle, mais... Alors, pourquoi le gui qui est sur le chêne est très rare? Alors, nous, on en trouve chez nous du gui souvent en haut plutôt des peupliers, hein, dans notre marais, hein, comme on peut le voir sur la photo si elle peut venir. Particulièrement le peuplier du Poitou. Le peuplier du Poitou, voilà. Donc, c'est très en hauteur et pas toujours facile à atteindre. Mais on va voir que ce gui, pourquoi le gui sur le chêne est très rare? Parce que effectivement, la sève, on dit que le gui se nourrit donc de la sève de l'arbre, puisqu'il ne pousse que sur les arbres. Donc c'est quand même assez singulier. Et il donne des baies blanches. Et cette sève blanche est censée apporter l'immortalité, rien que ça. En tout cas, guérir de tous les maux. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a tout un rituel pour cueillir le gui. C'est-à-dire que quand on cueille le gui, dans les temps anciens, et que les druides et toutes les communautés druidiques font toujours, hein, célèbrent toujours à cette période-là, cette cérémonie-là, eh bien, il faut cueillir le gui, pas n'importe quand. On cueille le gui le 6e jour de la lune. C'est-à-dire le premier quartier de la lune.
Et donc, normalement, cette année, il faudra cueillir le gui, couper le gui le 23 janvier. Le 28 janvier, pardon, le 28 janvier 2023. Voilà, c'est pour ça. 28 janvier, parce que ce sera le premier quartier de la Lune. Et alors, pour les Celtes et pour les Gaulois, ça marquait non seulement le début du mois, mais aussi parfois le début de l'année et parfois le début du siècle. Selon les... parce que tous les 30 ans, en fait, ont changé de siècle. Donc, vous voyez bien que cette date de la cueillette du gui, qui était très très importante pour les Celtes, était elle aussi variable, comme la date où commence l'année pour les catholiques, les chrétiens. D'où le fait que ces dates mobiles, instables, qui étaient finalement régionalisées pour ce qui était des diocèses et pour les Celtes qui dépendaient de la Lune, hein, évidemment, eh bien, le politique va décréter que c'est le 1er janvier. Voilà. Parce que dans le rituel du gui, de la cueillette du gui, il y avait la serpe d'or. Il fallait couper le gui avec la main gauche. Et il fallait surtout que le gui tombe dans un linge blanc, tendu sur le sol. Parce que s'il touchait le sol, il était profané, donc ses vertus n'étaient plus valables. Parce qu'avec le gui, on faisait un élixir qui était censé guérir de tous les maux. C'était vraiment le guérit-tout. Hein, voilà, le guérit-tout de tous les maux. Et il paraît qu'encore aujourd'hui, le gui pourrait guérir le cancer, l'élixir de gui. Alors, vous vous rendez compte ? Ça peut aussi être un peu un poison, non ? Moi, je pense aussi, voilà. Méfiez-vous, non, ne faites pas d'élixir de gui, je vous en supplie. Mais vous pouvez quand même vous embrasser sous le gui. Aujourd'hui, il paraît que ça porte bonheur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on se transmet toujours aujourd'hui. Hein, on se souhaite le meilleur. Le 1er janvier, on se souhaite toujours bonne santé. Hein, et ça viendrait de là, de ce fameux élixir de gui qui guérirait tous les maux. Donc, on souhaite la bonne santé, on souhaite le bonheur. Voilà, hein, sous le gui. Et le gui, pourquoi ? Parce qu'il a un triple symbole. Hein. D'abord, il est vert toute l'année. Donc, et en plus, il se nourrit d'un arbre qu'il va détruire, mais lui va vivre après la mort de l'arbre. Donc, c'est un symbole d'immortalité. Et puis, autre symbole, c'est un symbole de solidarité humaine. C'est-à-dire que forcément, il se nourrit de l'arbre. Donc, l'arbre lui prête sa sève. Donc, c'est un symbole de solidarité, d'entraide, etc. Et puis, la cérémonie du gui, il faut savoir qu'elle est féminine. Pourquoi ? Parce qu'elle est associée à la lune. Parce qu'il y a aussi une correspondance entre la couleur des boules du gui, qui sont blanches et qu'on peut voir peut-être à l'écran, et la couleur de la lune, bien sûr, qui est blanche. Et donc, il faut savoir que chez les Celtes, ce sont les druides, en fait, qui coupent le gui, et non pas les hommes, comme on veut nous le faire croire. Et comme, évidemment, la chrétienté a voulu tout masculiniser, hein, pardonnez-moi, messieurs, mais c'est vrai qu'à l'origine, qu'est-ce qui enfante ? C'est la déesse mère, hein, forcément, puisqu'on célèbre le renouveau, on célèbre la renaissance, le fils de la terre-mère. Donc, c'est du féminin. Voilà. Toute cette cérémonie est féminine, on va dire. Voilà. Alors, on trouve en France beaucoup de références à la Guilanue, pas seulement en Poitou, comme je vous l'ai dit, et avec des polymorphismes très variés. Hein, c'est-à-dire qu'on trouve en deux mots la Guilanue, ou L', Aguilanu, où on trouve aussi Aguilonné, ou Aguilano, etc. Alors, c'était la période, en tout cas, depuis très très longtemps, où les mendiants faisaient la quête. D'où cette tradition des étrennes que l'on fait pour le 1er janvier. Moi, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi, je me souviens quand j'étais petite, eh bien, on faisait la tournée de toute la famille
et pour essayer d'avoir des étrennes. Alors on nous donnait une petite pièce. Et c'était vraiment, les étrennes, c'était la tournée, et les pauvres, autrefois, faisaient la tournée des maisons riches et quémandaient des étrennes. Et il y a eu, après, un amalgame entre ces étrennes et ce qu'on appelait l'épiphanie, et ce qu'on appelait la part à Dieu. C'est-à-dire qu'on a confondu la part à Dieu et les étrennes, quelque part. Puisque la part à Dieu, c'est la part du gâteau ou la part du vin que le mendiant demande. Hein. Ça se traduit dans une chanson. « Si vous avez du vin clairé, donnez-nous-en un gobelet. Nous le boirons, la part à Dieu, s'il vous plaît. » Et Thomas, je crois que tu as un texte aussi d'une autre chanson, hein, que tu vas nous lire peut-être, ou qui confond justement cette guilanu et ses étrennes et cette part à Dieu. Guillonu, Guillonnette, un petit morceau de galette. Guillonnette et Guillonneau, un petit morceau de gâteau. Le gâteau est sur la table, le couteau qui le regarde. Si vous voulez pas l'entamer, donnez-nous le entier. Si vous voulez rien nous donner, ne nous faites pas attendre, car nous avons ailleurs allé pour amasser nos rentes. Nos rentes et nos revenus, donnez-nous, mes bonnes dames, nos rentes et nos revenus, donnez-nous la guillanue. Eh oui, donnez-nous la guillanue, donnez-nous la part à Dieu. Donc il y a confusion beaucoup. Et donc au fil des siècles, Chateaubriand en particulier au 19e va nous faire une espèce de réinvention de cette guillanue, de ces traditions, puisque c'était la mode au 19e de trouver des légendes médiévales et de les broder. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de confusion chez des historiens de la fin du 19e qui nous disent oui, la guillanue, ça veut dire au guilan neuf. Oui, pas forcément. Pas forcément. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont concentrées. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se souhaite en début d'année, donc une bonne année, une bonne santé, et qu'on veut le meilleur pour tous nos proches et tous nos amis, et c'est ce que l'on vous souhaite. Et puis, avant de clore cette émission, on va vous rappeler quelques dictons, ban chez nous, pour que vous soyez vigilants pour savoir ce qui va vous arriver toute la naille. Alors, qui commence, Thomas? Alors, ne fais pas un four de tambounet, ni de ta panse ton hardinet. Voilà. Et toi, Monique? À l'anneau, les jours allongeant d'un pas de jour, et à la guillanue d'un pas de but. Eh oui. Si les musets dansant en janvier, ménage ton fin en février. Jour de l'an beau, mois d'août très chaud. Oh, vaut mieux voir un volou dans son pioncher qu'un labourou en chemise en janvier. Monique? Et moi, janvier d'eau chiche fait le pays. Janvier d'eau Janvier chiche. d'eau chiche fait le paysan riche, pardon. Voilà. Janvier sec et sage est un bon présage. En fait, c'est vrai que si janvier est sec, c'est très bien. Et il y a plein de dictons sur, effectivement, le fait que janvier doit être sec. Peut-être un petit dernier, Thomas? Moi j'en ai un. C'est toi, Monique? Un mois de janvier sans gelée n'amène pas une bonne année. Et on vaut mieux voir un voleur dans son garnier qu'un laboureur en chemise en janvier. Ouais, ils avaient dit. Eh bien, Ah, pardon. On les fêtes, hein. Ouais, c'est ça, un peu trop, on fait la fête. Voilà, Par contre, bon. dans les vrais qui dansons, on a une qui est, effectivement, tu parlais de mendiant. Voilà une chanson qui est sur un air de Maréchine du 19e et qui était à la guillanue. Ils sont de pauvres gens, bonnes gens qui ne sont guère riches. Y avons grand besoin d'argent, bonnes gens, pour nourrir nos familles. Si nous sommes mariés, ce n'est pas pour mendier, mais faire comme les braves gens, gagner notre vie honnêtement. Eh ben, c'est là-dessus qu'on y allons nous quitter. Et puis encore, Bounanaï à Tortou et Boun Guilanu. Boun Guilanu, avec tout. Bonne année.